Et l'invité de France Info ce matin est Damien Abad, député Les Républicains de l'Ain et vice-président des Républicains. Yael Gauz. Bonjour Bruce, bonjour Monsieur Abad. Bonjour. C'est reparti donc ce matin pour des consultations, et ça va durer toute la semaine prochaine à Matignon, sur l'avenir de Notre-Dame-des-Landes. Vous ne trouvez pas que ça dure un peu quand même, cette décision qui tarde à venir? On a compris, il y a eu un rapport au mois de décembre qui plaidait plutôt pour un plan B. Ça dure un peu trop pour vous? Oui, ça dure un peu, et surtout on a le sentiment que le gouvernement veut biaiser dans cette question centrale. C'est une question de la mise en jeu de l'autorité de l'État sur Notre-Dame-des-Landes. Et la question de l'évacuation ne pourrait à elle-même suffire si dans le même temps l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne se réalisait pas, alors même qu'il y a eu un référendum, alors même que la population localement y est favorable. Et qu'une évacuation sans la mise en place de cet aéroport serait en fait une reddition en grasse campagne de ce gouvernement. Cet aéroport, il faut le faire, c'est la position officielle des Républicains ce matin. La position officielle des Républicains a toujours été la même, celle de respecter le suffrage, respecter le référendum et respecter le choix des Françaises et des Français concernés dans cette zone-là, celui de réaliser cet aéroport, parce qu'on a besoin dans ce pays d'avoir des investissements pour développer économiquement l'ouest de la France, et parce qu'on a besoin tout simplement de respecter la légitimité populaire. D'ailleurs, le président de la République lui-même s'y était engagé, et donc il faut avoir un respect de la parole donnée, et l'évacuation ne serait pas suffisante si dans le même temps, il y avait un abandon de cet aéroport. Vous parliez de l'évacuation de la ZAD, l'opinion évolue sur le sujet, près de 6 Français sur 10 favorables à l'emploi de la force pour déloger les zadistes, résultat de notre enquête Odoxa d'Enso Consulting pour Le Figaro et France Info, publiée ce matin. Vous êtes d'accord pour un rapport de force ? Les Français ont raison, il faut respecter l'état de droit. L'état de droit, il y a des règles, et les règles doivent être respectées par tout le monde. Et qu'on ne peut pas toujours satisfaire aux minorités agissantes. Il y a une majorité parfois silencieuse qui s'est exprimée sur ce sujet, et que donc l'état de droit doit être respecté, et que si pour faire respecter l'état de droit, il faut en venir à l'usage de la force, eh bien il faudra effectivement avoir ce courage politique-là. Mais les zadistes iront ailleurs. Il y a une note des services de renseignement publiée dans Le Figaro ce matin qui dit qu'il y a 50 sites, 50 projets potentiels où les zadistes peuvent venir se mobiliser. Oui, et c'est un vrai enjeu pour la France. Est-ce que la France est un pays qui finalement va à chaque fois abandonner ses investissements, ses projets à caractère économique aux mains des minorités agissantes, ou est-ce qu'on aura le courage d'aller jusqu'au bout de ses intentions? Dans le même temps, quand vous voyez la Chine, quand vous voyez les États-Unis, d'autres pays qui, eux, se développent, qui très rapidement construisent soit des aéroports, des ponts ou des infrastructures majeures, dans ce pays en France, il n'y a plus d'infrastructures majeures depuis plusieurs années. Et le ministre Donc, le ministre en première ligne sur ce dossier, on le sait, c'est Gérard Collomb, qui a beaucoup de dossiers sur son bureau en cette rentrée de janvier. Sa notoriété est faible d'après notre sondage. 6 Français sur 10 ne le connaissent pas. Popularité aussi relativement faible, 53%. C'est beaucoup moins qu'un Manuel Valls à la même époque quand il était à l'intérieur. Est-ce que c'est un maillon fort ou un maillon faible pour vous du gouvernement, Gérard Collomb ? Ce sondage est surtout le résultat de l'angélisme ambiant de ce gouvernement. C'est ce gouvernement qui ne veut pas rétablir les peines planchers. C'est ce gouvernement qui a baissé de 7% les crédits sur la politique de lutte contre l'immigration irrégulière. C'est ce gouvernement qui a fait la sortie de l'état d'urgence en France. Et c'est ce gouvernement qui a prôné la politique du retour au cas par cas des djihadistes français. Gérard Collomb est-il un bon ministre de l'Intérieur ? Donc, à partir de là, Gérard Collomb applique la politique que le président de la République lui demande. Et cette politique, aujourd'hui, c'est celle d'un angélisme laxiste que les Français refusent en masse. Benjamin Griveaux, vous en parliez, porte-parole du gouvernement, a réagi sur la question des peines planchers. C'était hier matin chez nos confrères de RMC. J'ai entendu le débat sur les peines planchers. Oui. C'est à chaque fois qu'on a un fait, on fait une loi. Ça, c'était la règle des 15 dernières années qui fait qu'on a eu un nombre de lois invraisemblables sur la question de sécurité et qu'on voit bien que ça n'a pas d'effet. Que les peines planchers, le syndicat de la magistrature vous l'explique, ça ne change rien aux attaques sur policiers. Vous avez déjà des dispositifs dans la loi qui permettent de réprimer plus durement les atteintes pour les personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique, en l'occurrence là, ces policiers. Elles ont été retirées en 2014, les peines planchers, parce que ça ne fonctionnait pas. Pourquoi vous revenez encore à la charge aujourd'hui, Damien Abad ? D'abord, les policiers ont raison de demander ce rétablissement des peines planchers. On revient à la recherche pour une raison très simple, c'est que les peines planchers permettent de sortir de ce sentiment d'impunité. Et pour qu'elles fonctionnent, il faut aussi corriger la non-exécution des peines. Et que donc il faut que les peines planchers soient accompagnées d'une meilleure exécution des peines. C'est ça l'enjeu. Mais quand je vois le gouvernement envoyer une fin de non-recevoir sur ce sujet, je dis que c'est une faute politique
majeure, parce qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement de retrouver en France ce sentiment du respect de la légalité et de l'autorité de l'État. Autre dossier suivi de très près par le ministère de l'Intérieur, la Corse. Mais pas par Gérard Collomb, celui-là par sa collègue Jacqueline Gourault, qui a donc été nommée Madame Corse du gouvernement pour mener le dialogue avec la nouvelle collectivité unique. L'accueil risque d'être assez froid si l'on écoute les mots de Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse. Il veut des réponses rapides sur le rapprochement des prisonniers. On peut bien sûr discuter, on peut discuter de tout, on peut discuter des modalités, on peut discuter des priorités chronologiques. Mais il est tout à fait clair que, s'agissant des prisonniers et des recherchés par exemple, il est impossible pour nous d'imaginer un seul instant que ceux qui ont payé le prix fort pour défendre la Corse ne soient pas pris en compte dans une solution politique. Alors imaginons, vous seriez Jacqueline Gourault ce matin, vous prendriez l'avion pour la Corse. Dans quel état d'esprit vous iriez là-bas? Comment vous mèneriez la négociation alors que les nationalistes ont maintenant tous les leviers du pouvoir là-bas? Bon, d'abord, je crois que c'est le rôle du ministre de l'Intérieur que d'aller en Corse et d'expliquer la politique de l'État français en Corse, et pas forcément de sa secrétaire d'État. Ensuite, je pense que la Corse a le droit à une identité, un droit à l'expérimentation, et il y a cette fameuse insularité qui est importante à prendre en compte. Mais je le dis aussi, la Corse fait partie de la France, et que donc le respect de l'état de droit doit s'appliquer partout, y compris en Corse. Et que donc il ne faut pas qu'on aille sur une surenchère politique permanente. Je pense que c'est sous l'autorité du Premier ministre, à l'État, de pouvoir accompagner, je dirais, la Corse dans son processus de développement économique. Ce que vous dites n'est pas plus clair que ce que fait l'exécutif aujourd'hui en la matière. Non, c'est très clair. Concrètement, sur le rapprochement des prisonniers, par exemple. Concrètement, mais ce n'est pas un sujet. Il n'y a pas de prisonniers politiques en France. La réalité aujourd'hui, très concrètement, c'est que le sujet pour la Corse, c'est le droit à la différenciation, c'est le droit à l'expérimentation, c'est de prendre en compte l'insularité, des particularismes locaux importants. Justement, il y a une réalité géographique. Bien entendu. Il y a une réalité géographique, la réalité géographique qui pourrait justifier un rapprochement des prisonniers. La réalité géographique, en tout cas, justifie certainement une adaptation de la fiscalité sur tel ou tel aspect, elle justifie telle mesure économique et qui soit prise en faveur de la Corse, mais je ne crois pas que le premier sujet et le sujet principal et le plus important soit celui de la question des prisonniers. Vous restez avec nous, Damien Abad, tout de suite à 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Ultime tour de table sur Notre-Dame-des-Landes. Les élus concernés reçus une dernière fois par le Premier ministre. Édouard Philippe commence ce matin par les sénateurs de Loire-Atlantique. Certains boycottent. Selon un sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro, près de 6 Français sur 10 sont favorables à l'emploi de la force pour évacuer la ZAD. Jacqueline Gourault, vous en parliez, la Madame Corse du gouvernement est attendue ce matin sur l'île pour une première rencontre avec les nationalistes. Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni, élus mardi à la tête de la nouvelle collectivité. Ils réclament l'amnistie des prisonniers dits politiques et la co-officialité de la langue corse. Le livre explosif sur la première année de Trump à la Maison-Blanche, disponible finalement dès aujourd'hui. Sa sortie avancée de 3 jours aux États-Unis. On y apprend le secret de sa couleur de cheveux et plus sérieusement son incompétence à gouverner, décrite par ses propres collaborateurs. Un livre plein de mensonges, a tweeté cette nuit le président américain. Après le vent, il y a la pluie et les inondations. La tempête Eleanor faiblit, mais 25 départements restent en vigilance orange, notamment dans les Alpes. 150 habitants évacués pour la nuit à Samoin. Une coulée de boue menace. Fort risque d'avalanche aussi dans les Deux-Savoies. France Info. L'invité de France Info ce matin est Damien Abad, député de l'Ain et vice-président des Républicains. Yael Gauze. Et un autre dossier qui concerne à la fois l'intérieur et la justice. Que faire des revenants? Ce sont ces djihadistes français qui ont combattu et qui ont été arrêtés en Irak ou en Syrie. Certains écrivent au président. Émilie Koenig, par exemple, arrêtée en Syrie, demande à être rapatriée pour lui demander d'être jugé en France. Ce serait du cas par cas, nous disait l'Élysée. Mais en écoutant Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement hier sur RMC, on se dit que la doctrine évolue. Si il y a des institutions judiciaires qui sont aujourd'hui en capacité d'assurer un procès équitable avec des droits de la défense elles seront jugées là-bas. Les jugés de préférence sur place, c'est ce que dit aussi la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Mais vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas un risque de procès inéquitable là-bas? Je demande solennellement, au nom des Républicains, à ce que le gouvernement français et le président de la République reviennent sur sa doctrine du cas par cas sur les djihadistes français. Ce serait une folie pure que d'appliquer cette doctrine-là. La réalité, la doctrine pour nous, elle est simple, c'est qu'il n'y a pas de retour possible pour les djihadistes français partis en Syrie ou partis ailleurs, en Irak. Pourquoi ? La porte est fermée. Oui, pour une raison très simple,
c'est que le droit à la sécurité des Français l'emporte sur les droits à la défense des djihadistes français. Ce ne sont plus des Français pour vous qui ont, Ce n'est qui ont pas, des droits bien entendu, de défense. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons simplement qu'il ne peut pas y avoir une fermeté à géométrie variable sur ce sujet aussi important pour la sécurité des Français. Surtout quand, dans le même temps, la secrétaire d'État, Mme Gouraud, nous explique à l'Assemblée nationale que tous les djihadistes qui sont revenus sur le territoire français ne sont pas eux-mêmes emprisonnés. Donc la réalité, c'est que nous demandons au président de la République de clarifier sa position, parce que la position du porte-parole, même si je salue le fait qu'elle aille davantage dans notre sens et elle évolue, elle n'est pas si claire que cela, parce qu'on sait très bien que dans la partie nord-est de la Syrie, qui est détenue aujourd'hui par les Kurdes, tout le monde sait qu'il n'y a pas un respect d'un procès, je dirais, au sens de la Convention internationale des droits de l'homme. Donc il faut clarifier cette situation et sortir de cette politique du cas par cas qui a été présentée par le président de la République. Et ceux qui sont déjà revenus, mais pour ceux qui sont déjà revenus, non, on le sait très bien, ils doivent être jugés en France, ils doivent faire l'objet d'être jugés pour ces crimes-là, et surtout, ils doivent être mis sous contrôle et emprisonnés. Mais vous voulez une justice d'exception pour eux, non, ce n'est pas une justice d'exception. Nous disons simplement une chose, c'est que quand on part en Syrie ou en Irak pour le djihad, on se sort soi-même de la communauté nationale et des principes de cette communauté-là. Il n'y a pas de retour possible, pas de réparation possible. Il n'y a pas de retour possible pour celles et ceux qui prônent le djihadisme armé, pour celles et ceux qui ont fait de la propagande à l'étranger. Que vous ne faites pas confiance à la justice française ? Elle ne serait pas exemplaire et sévère avec Absolument pas. Moi, j'ai un profils-là. grand respect pour la justice française. Ce n'est pas une question de confiance à la justice française, c'est une question de sécurité pour les citoyens français. On le sait. La justice doit assurer la sécurité aussi par ses décisions. Malheureusement, on le sait. Quand vous avez des personnes qui reviennent comme cela, il y a parfois des personnes qui puissent se retrouver plus ou moins, pas forcément emprisonnées, et que donc on ne peut pas accepter cette politique du cas par cas. Je le dis très clairement, la politique du en même temps en matière de terrorisme est une politique qui n'est pas acceptable aux yeux des Français, aux yeux des Républicains. On parlait de Nicole Belloubet, garde des Sceaux. Beaucoup d'annonces dans son ministère cette semaine, dont le lancement d'un appel d'offres pour équiper en téléphone plus de 50 000 cellules en France. Y êtes-vous favorable chez les Républicains à ces téléphones en cellules ? Mais là encore, il y a un décalage entre la réalité que vivent les Français et ce que propose le gouvernement. On sait très bien que ce n'est pas en mettant en installant des téléphones fixes qu'on va résoudre le problème des difficultés en prison. La réalité, c'est quoi ? C'est que moi, je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent, qui nous disent, moi, j'ai pas accès à la 4G, j'ai pas accès à la fibre optique, j'ai pas accès forcément au téléphone portable, et dans le même temps, on va équiper les prisons. La réalité, c'est quoi ? C'est pour éviter les trafics, vous le savez. Enfin, mettre des téléphones fixes pour lutter contre les trafics pour les téléphones portables, c'est quand même jeter le bébé avec l'eau du bain. La réalité, c'est quoi ? La réalité, aujourd'hui, c'est que nous manquons de places en prison. Et donc, j'attends que le président de la République assume aussi cette promesse-là, qui était de créer plus de 10 000 places de prison supplémentaires. Je crois davantage aux cellules individuelles comme un moyen de réinsertion des personnes qui sont en prison, davantage que sur l'installation de téléphones fixes. Et on reste dans le domaine judiciaire avec ce projet de loi dont Emmanuel Macron a parlé lors de ses vœux à la presse mercredi. C'est un projet de loi avant la fin de l'année pour lutter contre les fake news, la propagation de fausses nouvelles. On pense à Hillary Clinton aux États-Unis, mais aussi à Emmanuel Macron lui-même qui avait été victime de fausses rumeurs pendant la campagne, notamment diffusée par l'agence de presse russe Sputnik. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ce projet de loi ? Marine Le Pen a tweeté ceci hier. La France est-elle toujours une démocratie si elle muselle ses citoyens ? Très inquiétant, fin de citation. Bon, d'abord, Emmanuel Macron n'a pas été le seul candidat à l'élection présidentielle, malheureusement, à être victime de fake news. Vous pensez à qui ? Je pense à d'autres candidats à l'élection présidentielle. Je pense à d'autres candidats à l'élection présidentielle. Vous savez comme moi. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'on pourrait. La deuxième chose que je veux dire, vous pouvez juste préciser en effet. Non, mais parce que le canard enchaîné, c'était fake news. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, encore une fois. Allez-y. Il y a eu des fake news sur plusieurs sujets et pas forcément sur la question de l'affaire Fillon en tant que telle. C'est quelque chose qui est communément partagé et qui n'est pas le seul fait et le seul apanage. Il y avait un exemple de fake news qui aurait touché
Non, mais François par contre, Fillon. je dis que si on veut aller jusqu'au bout de ce projet de loi, alors étendons-le aussi aux membres du gouvernement, parce qu'une des fake news, c'est de dire, par exemple, que le pouvoir d'achat des Français va augmenter en 2018, alors que l'INSEE nous a démontré qu'il y aurait 4,5 milliards d'impositions supplémentaires. On parle Au-delà de fake news en campagne électorale. Oui, le au-delà projet de loi se limite au-delà au de temps ça, je campagne. me méfie de tout ce qui concerne deux remarques. La première, c'est que je me méfie de la stratégie de diversion qui a été quand même une stratégie de François Hollande, qui est de vouloir, monter sur un certain nombre de sujets pour éviter les grands problèmes des Français, que sont la lutte contre le chômage, la lutte contre l'immigration ou la question de la lutte contre le terrorisme. Deuxième chose que je me remarque, c'est que oui, il y a un enjeu, bien entendu, sur les rapports entre les médias, la politique, et on voit bien aujourd'hui cette évolution avec cette instantanéité des réseaux sociaux. Mais je dis attention à ce que la liberté de la presse soit bien entendu préservée, et attention à ce que l'autorité de l'État, c'est de faire respecter la légalité. Ce n'est pas de contrôler la vérité. Et que donc là, il y a un enjeu démocratique très important. Que feront les Républicains quand le texte arrivera à l'Assemblée ? Écoutez, nous verrons. Vous savez qu'on est une opposition libre et responsable qui choisissons en fonction de l'intérêt général et l'intérêt des Français. Donc nous verrons ce qu'il y a dans ce texte. Je vous le dis, très clairement, il y a 2 lignes rouges à ne pas franchir, celle de la liberté de la presse et celle du fait qu'on n'aille pas sur le contrôle de la vérité. Et la deuxième chose, c'est que ce ne soit pas une loi qui soit une loi de réaction, justement, mais que ce soit une loi qui, à ce moment-là, réfléchisse à ce sujet, sachant que le droit existe déjà et que la loi sur la liberté de la presse de 1881 est finalement très claire sur un certain nombre de sujets. Et donc, c'est l'avantage pour nous, un problème d'application de la loi que de mise en œuvre d'une loi supplémentaire. Donc sceptique. La semaine prochaine, Matignon veut aller vite. Comité interministériel sur la sécurité routière. Édouard Philippe souhaite que la vitesse sur les routes nationales et départementales passe de 90 à 80 km/h. Est-ce que les Républicains sont sur la même ligne ? Non, parce que les études l'ont montré, il n'y a pas malheureusement de corrélation entre la réduction de la vitesse et la réduction du nombre de morts sur les routes. C'est pas ce que dit la sécurité routière, qui évoque entre 300 et 400 morts de moins grâce à cette mesure. Une évocation théorique. Ce que disent les pays qui l'ont appliqué le démontrent très clairement. Je dis aussi que si on veut aller sur cet enjeu-là, qui est un enjeu fondamental de la sécurité routière, il y a aussi la question de l'état de notre réseau routier. J'ai été président d'un département, le président du département de l'Ain, qui a un réseau routier très important. Eh bien, aujourd'hui, l'une des plus grandes causes d'accidentologie en France, c'est le mauvais entretien des routes ou le manque d'investissement dans ces routes. Eh bien, que l'État finance et accompagne les collectivités locales dans un meilleur entretien des routes pour éviter les accidents. Vous trouvez que c'est une mesure anti-rurale, anti-campagne pour les gens qui vont au travail ? C'est ça que vous défendez chez les Républicains ? C'est pour ça que vous ne voulez pas que la vitesse soit réduite ? Non, je n'ai pas dit que c'était une mesure anti-rurale, je dis simplement que c'est une mesure qui ne répondra pas à l'objectif affiché et qui finalement sera vécue comme une partie des Français, comme une taxation supplémentaire. Donc à partir de là, je crois que la sécurité routière, c'est un enjeu prioritaire. D'ailleurs, à l'époque, Jacques Chirac l'avait lui-même fait comme cela, et qui mérite qu'on l'accompagne pas simplement par une mesurette, mais par un panel de réformes. Vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. L'association La Voix de l'Enfant prête à poursuivre les services sociaux après une nouvelle affaire de maltraitance. Une fillette dans le coma à l'hôpital de Tours, son corps recouvert de traces de coups, de brûlures, de morsures. Sa mère de 22 ans et son compagnon mis en examen et placés en détention provisoire. La mère a tout fait pour éviter le placement de sa fille. La visite d'Erdogan à Paris, tête à tête et déjeuner avec Emmanuel Macron pour parler de tout, même des droits de l'homme, a promis le président. Ankara très critiqué depuis le putsch manqué de juillet 2016 et les purges massives qui ont suivi. Pour Reporters sans frontières, il est essentiel que l'Union européenne reste très ferme. Plus de 80 personnes toujours mobilisées en Savoie pour tenter de retrouver un pompier emporté par un torrent hier. 3 autres personnes sont mortes dans les Alpes après le passage de la tempête Eleanor. 25 départements sont toujours en vigilance orange, notamment pour inondation. Après Kei Nishikori et Andy Murray blessés, c'est au tour de Serena Williams de déclarer forfait pour l'Open d'Australie. L'ex numéro 1 mondial a accouché d'une petite fille en septembre. Elle ne se sent pas encore prête. Retour en mars, promet sur France Info son entraîneur Patrick Morato. France Info. Damien Abad, l'invité de France Info ce matin, député de l'Ain, vice-président des Républicains, Yael Gauze. Ne le prenez pas mal, Damien Abad, mais il y a un homme qui est vivement recherché en France aujourd'hui dans la classe politique. Il s'appelle Laurent Wauquiez. Nous avons perdu et nous avons beaucoup déçu. Nous avons même parfois écœuré les Français. Je veux construire une nouvelle droite, avec des nouveaux visages, une nouvelle génération. Tout changer.
C'est un extrait de ses vœux dimanche avec un militant pianiste peut-être derrière. Je ne sais pas si vous savez qui joue du piano derrière Laurent Wauquiez. Non, je ne sais pas du tout. Mais depuis dimanche, plus rien ou presque, 2 tweets, j'ai compté. C'est comme ça que votre chef espère devenir le premier opposant à Emmanuel Macron ? Écoutez, en tout cas, c'est pas forcément en étant tout le temps à Paris 7 jours sur 7 qu'il considère qu'il va retrouver que la droite va retrouver le cœur des Français. Vous avez vu, la rentrée, elle est là Mais, quand même. Il y a des oui. dossiers lourds, Attendez, on n'entend pas. On n'entend pas, on Laurent voit pas. Wauquiez, d'abord, s'est exprimé par un réseau social. Ensuite, il est au plus près des Français. Je rappelle qu'il Il est est en président. vacances, là ? Non, il est pas. Non, je vous rassure. C'est vous il qui est êtes président en ce moment. Il est président de la région, qui est la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la volonté de Il est Laurent pas en Wauquiez, vacances. non, absolument pas. Il fait quoi, au travail. La volonté de Laurent Wauquiez, il est au travail. Vous savez que c'est la deuxième région de France, que c'est une région où il y a beaucoup de mesures à mettre en œuvre après la gabegie socialiste qui a été celle vécue par cette région-là, et qu'au-delà de cela, il y a aussi la volonté de retrouver, que la droite retrouve les Français à partir de nos territoires. Et ça, c'est une grande différence, effectivement, avec La République En Marche, c'est que nous croyons à la France des territoires, nous croyons à l'ancrage territorial, et nous pensons qu'il faut parler à tous les Français. Et que donc, Laurent Wauquiez, c'est pas parce qu'il n'est pas 7 jours sur 7 à Paris qu'il est absent de ces grands débats. Bien au contraire, il prend le pouls auprès des Français. Et je pense que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, il a clairement raison, parce que la droite reviendra par la France des territoires et par les classes populaires. Ce qui était frappant dans les 2 vidéos mises en ligne dimanche par Laurent Wauquiez et par Marine Le Pen, vidéo de vœux, c'était la proximité des thématiques abordées, le respect des valeurs de civilisation de la France, la défense des classes moyennes, des territoires, vous le disiez. Pourquoi ne pas vous retrouver un jour, sur des élections locales par exemple, avec des alliances ? Je vous le redis. C'est Marine Le Pen qui vous le propose. Je vous le redis ici très clairement, il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National. Mais quand le fond du propos se rapproche. Mais attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit dans ce pays de parler des classes moyennes sans être accusé finalement de plagiat avec Madame Le Pen ? La vérité, c'est que la droite, elle a trop reculé sur ses convictions, elle a trop reculé sur ses valeurs, et c'est comme ça que le Front National est monté. Et que la volonté que nous avons avec Laurent Wauquiez, c'est de reparler au cœur de notre électorat. Et le cœur de l'électorat, c'est notamment les classes moyennes, qui vont être matraquées fiscalement, encore ce mois-ci, par la mise en place de la CSG, 23 milliards d'euros. On parle des retraités. Oui, 23 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, ça concerne tous les Français, pas seulement les retraités. Les retraités seront effectivement les grands perdants parce qu'ils n'auront pas de compensation par les baisses de cotisations, mais la réalité, c'est quand même celle-là. Et 23 milliards d'euros supplémentaires, ça va se sentir sur la feuille d'impôt et sur la feuille de paie. Et donc, face à ce matraquage des classes moyennes, Laurent Wauquiez a raison de dire que nous défendons celles et ceux qui travaillent, celles et ceux qui paient toujours tout et qui n'ont jamais droit à rien dans ce pays, et que ça, c'est un enjeu de société qui est un enjeu très important pour préserver le lien social entre les Français. En 2009, je crois, vous étiez le Benjamin ou l'un des Benjamins du Parlement européen, c'est ça ? Oui, il paraît que ça ne dure pas. Oui, ça ne dure pas. Pro-européen, jeune centriste à l'époque. Pour arriver à grimper dans la garde rapprochée de Laurent Wauquiez, est-ce que vous avez dû mettre en sourdine ces convictions-là, europhiles ? Absolument pas. Et moi, je n'ai changé sur aucune conviction. Quand j'ai soutenu Bruno Le Maire, je prônais déjà la baisse de la CSG. Que je parle du projet toujours, européen. Non, mais je vous prends un exemple concret que je défends toujours avec Laurent Wauquiez. Et sur le projet européen, je suis très attaché à ce que les Républicains défendent l'Europe. Avec quelle tête de liste pour les Ça, Européennes ? nous verrons bien, mais pas l'Europe Aucune technocratique, béate et fédéraliste telle que La République En Marche va le faire, mais une Europe des projets, une Europe concrète qui répond aux grands enjeux de ce monde. La lutte contre le changement climatique, la question des réfugiés, la question des flux migratoires, la question du développement économique, la question de l'énergie et plein d'autres questions encore. Et je vous rassure là-dessus, nous défendrons. L'idée, c'est pas la campagne des Européennes, ça ne sera pas pour ou contre l'Europe, parce que l'Europe, elle est un fait. La question, ça sera quelle Europe nous voulons ? Eh bien, nous voulons une Europe des projets et une Europe au concret. Ce midi, Recep Tayyip Erdogan reçu à l'Elysée, déjeuner en l'honneur du président turc avec Emmanuel Macron. Lors de ses vœux à la presse, il a dit qu'il fallait parler à tout le monde. Elle vous choque cette visite d'État, vous ? Non, elle ne me choque pas. Je crois qu'il n'y a pas à polémiquer sur ce déjeuner. La Turquie est un pays important, géographiquement, stratégiquement. Un partenaire économique, non. Un partenaire économique important. Mais par contre, nous demandons 2 choses. La première, c'est qu'il y a une exigence absolue du président de la République sur la question des droits de l'homme et sur la question, bien entendu, de la liberté de la presse et des journalistes emprisonnés. Et la deuxième ligne rouge que nous fixons, c'est qu'il n'est absolument pas question pour nous de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. D'ailleurs, ni de la Turquie, ni des Balkans. Nous ne voulons pas d'une Europe élargie. Et là aussi, nous attendons que le président de la République dise clairement les choses.
Toute dernière question, malaise à droite chez certains qui ne savent plus très bien où ils habitent, s'ils doivent soutenir Laurent Wauquiez ou se rapprocher d'Emmanuel Macron. Christian Estrosi sur France Inter ne tarit pas d'éloges sur la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Force est de constater que là où souvent la droite a prétendu, réclamé, pris quelques mesures, elle n'est jamais allée aussi loin dans ce domaine. Très vite, vous comprenez ce positionnement Écoutez, moi j'ai connu le Christian Estrosi proche de Nicolas Sarkozy qui défendait le rétablissement des peines planchées, qui défendait le rétablissement de la double peine. Donc je demande simplement est-ce qu'il y a une constance et une cohérence dans cela. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, moi je souhaite que notre famille de républicains soit à nouveau unie et rassemblée autour de Laurent Wauquiez qui a acquis une légitimité populaire et démocratique incontestable avec cette élection à la tête des Républicains. Merci beaucoup Damien Abad. Merci. Bonne journée à vous.